Voilà. Ben, je vous propose de commencer le grand tour d'aujourd'hui. On va gagner un peu de temps parce que je ne dois pas présenter l'orateur du jour, hein, Jean. Voilà. Mais donc, je propose de vous parler quand même d'un sujet important, à savoir comment prévenir la fraude dans la recherche biomédicale. C'est un problème qui devient de plus en plus important. Ben, finalement, ça fait partie un peu des fake news, mais institutionnalisées, y compris dans PubMed. Alors, oui, mais donc, heureusement que je n'ai pas de conflit d'intérêt avec la présentation. Et donc je vais reprendre une partie de mon exposé dans un article qu'on m'avait demandé de produire l'année passée, précisément sur ce sujet-là, et qui entrait dans un contexte plus large de ce type-là de problématique dans Frontiers. Alors, voilà une phrase que j'ai retenue dans ce papier déjà ancien de Harold Sachs, qui était à l'époque l'éditeur en chef des Annals of Internal Medicine. La littérature scientifique est le recueil de la recherche de la vérité, et la publication de données falsifiées détourne de cette quête. Et je trouve qu'il y a là dans cette phrase assez simple, je dirais quelque chose d'extrêmement profond par rapport au mensonge. Et donc, je trouve que le mensonge en recherche biomédicale a des conséquences potentielles encore beaucoup plus graves que les petits mensonges que l'on pourrait faire de temps en temps entre nous. Alors, d'abord, quelle est la dimension du problème? Et pour reprendre la dimension du problème, je vais le faire avec un exemple. Bon, un exemple que vous connaissez sans doute. Peut-être les plus jeunes, vous connaissez Dr. Andrew Wakefield? Ça vous dit quelque chose? Non? Ok, ben alors c'est bien. Alors, en fait, 1998, il y a un papier dans le Lancet, 12 enfants qui seraient devenus autistes après la vaccination rougeole, rubéole. Et en fait, c'est Andrew Wakefield qui est le premier auteur et qui propose l'existence d'un lien entre l'autisme et la vaccination par le vaccin rougeole. Suite à ça, ça fait grands échos dans la presse. Le taux de vaccination chute, en particulier au Royaume-Uni. Et puis on observe à nouveau, ce qu'on a pu observer quand même depuis le début de la vaccination, des cas mortels de rougeole. 2004, donc la communauté scientifique était quand même assez sceptique par rapport à ce lien de causalité. Elle n'accepte pas l'hypothèse. Et puis alors, le rédacteur en chef du Lancet provoque un audit fait dans des conditions, je dirais, normales qu'on peut s'attendre d'une revue de ce type-là, et publie d'ailleurs cet audit, et on ne détecte pas de fraude. Là-dessus, il y a Brian Deere, qui est un journaliste d'investigation qui va poursuivre son enquête, et au bout du compte, il aura un prix d'ailleurs de journalisme par rapport à toute la pugnacité qu'il a mis pour retrouver des éléments de preuve, et si bien que en 2009, le General Medical Council en Angleterre a audité plein de personnes dans ce dossier et conclut, je vous montrerai d'ailleurs, conclut qu'il y a véritablement eu falsification et qu'il y a eu fraude. Et un an plus tard, il y a une rétractation de l'article par le Lancet. Donc, vous voyez un petit peu, 1998-2010, 12 ans pour rétracter un papier dans la littérature. Ah oui, que si vous allez sur PubMed, ben vous allez retrouver ceci. Hein, donc, si vous mettez Wakefield Lancet 98, ben on voit le titre du papier, mais on voit flagué Retracted Article. Et le petit mot concernant la rétractation est quand même, personnellement, assez léger, puisque
ils expliquent la rétractation sur quelques petits éléments de fraude, mais enfin qui paraissent quand même assez véniels. Alors, si vous allez sur le site du Lancet, je vous présente Dr. Wakefield, là, bon, vous le verrez après dans un autre accoutrement, mais vous voyez que le papier, il est toujours là sur le site, mais il est flagué retracted, et donc c'est un point bien entendu important. Alors, et donc ici, c'est un papier de Hervé Maisonneuve. Hervé Maisonneuve, je vous recommande cet homme-là, il a tout un site consacré notamment à tout ce qui concerne la littérature médicale et en particulier la fraude. Et donc il a fait un papier en analysant toutes ces 12 années d'incertitude par rapport au lien autisme-ROR. Et donc, voilà le tableau des 12 patients. Et donc, vous voyez, la colonne Lancet, c'est ce qui était publié dans Lancet. Et puis la réalité quand on voit les dossiers. Et donc, vous voyez par exemple l'élément de colite, puisqu'il y avait un lien entre la colite, selon lui, et le vaccin et l'autisme. Ben, vous voyez, hein, patient numéro 3, patient numéro 4, patient numéro 5, etc. Quand on regarde dans le dossier, il n'y a pas de colite, quoi. Et donc, ces éléments-là sont des éléments véritablement extrêmement démonstratifs d'un comportement frauduleux avec une invention de données. Bon, personnellement, j'avais été aussi un peu accusateur dans un dossier aussi de fraude. Et quand on va chercher les dossiers, bon, on retrouve ce genre d'éléments. Et c'est pour ça qu'il est vraiment important de pouvoir garder les données sources de façon suffisamment pérenne. Et je pense que dans l'évolution des choses, il devrait y avoir l'obligation de garder les données sources et qui soient potentiellement examinables par les reviewers pour éviter ce genre de points. Enfin, alors on doit les garder quand même pendant 10 ans, mais le problème maintenant... Exact. Attends. Non, mais je me demandais s'il y avait légalement une durée où on devait garder, comme nos papiers d'impôt, par exemple. Oui. Je ne sais pas, est-ce que c'est 10 ans, 5 ans? Parce qu'avant, bon, maintenant, il y a de plus en plus, tout était informatisé, mais il y a 15-20 ans, c'était le papier. Donc, OK. Donc, il y a cet élément-là. Et l'autre élément, c'est qu'actuellement, on n'a plus quand même tellement de problèmes en termes de stockage d'informations compte tenu des disques durs qu'on peut avoir dans sa poche contenant des quantités importantes de données. Et donc, quand vous voyez les différents critères qui avaient permis de faire pour lui la relation entre autisme et vaccination, et il y avait 3 critères, et vous voyez, quand on regarde les dossiers, rien. Donc, il ne ressort rien. Donc, c'était vraiment une falsification complète des données. Alors, si on regarde son curriculum, bon, c'est assez intéressant. Donc, bon, il est né en 1957, son père était neurologue, sa mère médecin généraliste, il étudie la médecine à Londres. À 28 ans, il devient fellow au Royal College of Surgeons. Et donc, en fait, c'est un chirurgien qui va être impliqué dans la transplantation de l'intestin grêle avec des modèles animaux. Donc, il a une recherche de qualité en clair. Bon, ce type-là n'a pas l'air d'être un idiot. Ouais, donc, et je pense que ce point est quand même important si on pense à d'autres personnalités du même type. Il revient en Angleterre. En 95, donc on approche là, il a toute une série de recherches sur la maladie de Crohn. Et comme il s'intéresse à l'intestin, il est approché par une certaine Kessik, qui est la mère d'un enfant autiste, et qui cherche des avis sur la maladie intestinale de son enfant autiste. Il faut savoir qu'elle était responsable d'un groupe autisme induit par l'allergie. Donc, on voit déjà le puzzle qui commence à se mettre en place. Et puis alors, il va travailler là-dessus sur les liens entre la vaccination et l'autisme. Le papier sera publié 2 ans plus tard.
À noter qu'il reçoit un chèque de 500 000 livres d'un cabinet d'avocats mandaté par des lobbies anti-vaccins. Mais tout ça sera découvert, bien entendu, après. Et dans son projet, c'était de mettre au point un kit diagnostic de l'entérocolite autistique et en prévoyant déjà des rentrées quand même assez substantielles qu'il avait estimées à 43 millions de dollars. Bref, il est rayé de l'ordre des médecins après une enquête qui avait quand même duré 217 jours, ce qui est quand même pas rien. Et en 2012, il continue à donner des conférences pour les lobbies anti-vaccins. Alors, donc après tomber en disgrâce dans le milieu de la recherche, il devient un militant anti-vaccin avec une influence importante au niveau international, donc ça on peut le comprendre. Hein. J'ai regardé s'il avait fait des trucs plus récents avec vaccin Covid, j'ai rien trouvé. Et donc, il est actif dans les mouvements anti-vaccins, il diffuse des fausses informations, il a des prises de position clairement complotistes, et tout ça lui procure un certain nombre de revenus par des moyens divers et variés. Et alors, il va en 2016 faire un film, Vaxit, qui est un film conspirationniste américain sorti en 2016, qui soutient notamment que la CDC ont couvert l'existence d'un lien entre le vaccin et l'autisme. Et dit-il, ce lien a clairement été confirmé par toute une série d'autres études. Donc, il reste dans sa conviction de ce lien et donc il est particulièrement actif. Et donc, la plupart des critiques, dont c'est quand même de médias très, très solides, eh bien, clairement, confirment qu'il s'agit d'un documentaire conspirationniste et anti-vaccin. Bon, on en a connu d'autres à l'occasion de la crise Covid. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde sur Google, 69% trouvent que ce film était très bien, donc ils ont aimé ce film. Et donc, bon, ça c'est la dimension, je dirais, conspirationniste de cet homme. Mais donc, ce qu'on peut retenir de ce petit exemple, c'est que, on a affaire à une personnalité qui au départ fait une recherche probablement de bonne qualité, et puis à un moment donné qui va dévier. Le processus mental n'est pas inintéressant. Il n'y avait pas d'avis psychiatrique dans cette affaire, ce qui aurait quand même été assez intéressant. Deux, c'est qu'il est publié dans une revue de premier plan. Et trois, les difficultés que l'on a pour démontrer la fraude et faire en sorte que le papier soit rétracté. Et donc, cette trilogie-là, on la retrouve assez régulièrement dans tout ce qui concerne la fraude médicale. Il n'y a pas un motif financier aussi parce qu'il a quand même... Attends. Il n'y a pas aussi un motif financier parce qu'il a quand même été un peu grassement payé. On reviendra sur l'aspect financier et un petit peu comment dirais-je, la conjonction de personnalité au profil psychologique particulier, plus les aspects évidemment les aspects financiers qu'on va retrouver d'ailleurs en dehors de ce clip-là de personnalité comme facteur important dans la génération de manuscrits frauduleux. Et donc ici, en Angleterre, on est en 2012, il y a une réunion de consensus pour définir ce que c'est finalement l'inconduite, on va dire, en matière de recherche. On avait déjà précisé qu'il y avait, et ça, ce point n'est pas neutre, que le comportement d'un chercheur, intentionnel ou non, et donc sur le caractère non intentionnel devant quelqu'un dont on pourrait s'attendre qu'il a les qualités pour ne pas faire d'erreur, et si c'est répété, eh bien, ça peut être un élément. Donc, bon, quelqu'un qui normalement a un statut de chercheur, il ne peut pas dire et répéter « Ah non, je n'ai pas fait exprès, ah oui, ça c'est une erreur, ah oui, c'est encore une erreur, c'est encore une erreur ». Et donc, beaucoup se cachent devant des erreurs. Donc, je trouve important que ce caractère de non-intentionnalité peut être retenu.
Et donc, ça comprend la fabrication, la falsification, la suppression, la manipulation inappropriée des données. Je reviendrai là-dessus. Donc, il y a toute une série de facteurs qui permettent d'identifier ce que peut être une fraude. En fait, j'avais travaillé sur ce point. Donc, bon, quand j'étais doyen, j'avais été confronté avec des problèmes de fraude dans la faculté. À partir du moment où on n'avait aucun texte, c'était extrêmement difficile à démontrer. Donc, aucun texte, aucune procédure. Et donc, en naviguant, enfin, avec l'inspiration du moment, ça, le moindre avocat de la partie adverse, voilà, on est brûlé. Donc, il fallait, à mon sens, mettre en œuvre des procédures, des textes, et au FNRS, on m'a écouté, et donc on a mis en route toute une série d'éléments qui ont constitué un texte qui a été adopté par les différentes universités. Et dans ce texte, on a identifié 4 matières en termes de manquement à l'intégrité scientifique, portant soit sur l'obtention des données, la collaboration à la publication, le financement, et aussi un volet qu'on oublie peut-être, qui est l'expertise pour les tiers. Et en ce qui concerne le manquement numéro 1, bon, qui est finalement le plus classique, inventer des résultats de recherche, falsifier des données de base, la présentation ainsi que le traitement intentionnellement trompeur des résultats de recherche. Et donc, ce point devient un petit peu plus subtil, mais ça compte, et qui peut donner sujet à ce moment-là à plus de discussions. L'exclusion des données de base sans le consigner ou sans donner des raisons pour le faire, donc c'est-à-dire certaines expériences, on les met de côté, mais sans avoir de justification, et en ne gardant que les résultats qui vont dans le sens de l'hypothèse. La suppression des données de base qui normalement doivent être consignées, on l'a évoqué, et aussi le refus d'accorder à des tiers dûment autorisés le droit de consulter les données de base. Et on a été confronté à ça aussi, en disant on voudrait voir les données de base, et donc il y a un refus. Alors, les données de base, c'est par rapport à un article, mais il est aussi remis dans la littérature que dès qu'on met en évidence un papier frauduleux, normalement, il faut revoir toutes les publications de l'auteur à la recherche. Donc, vous imaginez, vous imaginez, Raoul, qu'on doit revoir. Donc, ici, rien que pour un papier 217 jours, vous imaginez par rapport au nombre de publications. Collaboration et publication, c'est là où on va retrouver le plagiat, soit de l'autoplagiat, soit bien entendu le plagiat d'autres auteurs, le sabotage du travail d'autres chercheurs. J'avais aussi été confronté à ça aussi, où il y avait une suspicion de sabotage au sein d'un labo de quelqu'un qui allait le soir faire des petits trucs là pas sympas par rapport aux préparations du collègue, etc. Obtenir abusivement le statut de co-auteur d'une publication sans avoir contribué à la recherche. Et donc ça, c'est un point sur lequel maintenant la plupart des revues demandent qui a fait quoi pour un peu se prémunir de cela. L'omission délibérée de contribution, ça c'est dans l'autre sens, d'autres auteurs sur le même sujet. Et donc, là aussi, j'avais été il y a quelques années confronté à ça, et donc ça avait pu se résoudre à l'amiable, mais ça allait justement dans le sens, et ça, c'est encore plus dans des situations hospitalières où il y a différentes personnes qui sont associées à un cas clinique, ils ne se parlent pas, et puis alors on voit sortir 2 publications sur le même sujet avec 2 groupes différents. Et donc, là c'est embêtant, surtout si c'est déjà publié. Heureusement, en l'occurrence, il s'agissait de publications en ligne, et j'ai pu arranger les choses pour résoudre le problème à l'amiable et en faisant en sorte que les gens en tirent quand même malgré tout une leçon. Autre point dans le CV, des indications incorrectes sur le stade d'avancement de la publication, en disant manuscrit
publication en cours d'impression alors qu'il a à peine été envoyé, etc. Et donc tout ça pour gonfler son CV. Alors la partie de financement, la dissimulation de conflits d'intérêts est un point également important. Et alors il y a un point qui est aussi important et bon, qui peut être aussi une petite partie de l'affaire Wakefield, l'acceptation de sources de financement qui ont connu dans l'institution comme éthiquement incompatible avec le rôle du chercheur dans l'institution concernée. Et donc, ce point constitue également un manquement à l'intégrité scientifique. Et enfin, dans le travail d'expertise, et que ce soit dans le statut de reviewer d'un article, comme vous savez, on doit avoir une discrétion totale par rapport à ce reviewing. Et donc, si on dit, ah, mais voilà des résultats intéressants, je vais aller rapidement faire quelques manips et publier des trucs en douce. Donc ça, c'est clair que ça rentre dans le cadre de la fraude. Alors, dans le texte qu'on avait établi, j'avais insisté pour qu'il y ait également des recommandations particulières à l'intention des institutions hospitalières associées à l'université, puisque finalement la recherche clinique est quand même une recherche importante et avec en plus des impacts souvent plus importants au niveau santé publique. Et donc, finalement, ça n'a pas été jusque-là. Je trouvais que ça aurait dû être mis dans le contrat de travail, un chapitre concernant l'intégrité scientifique. Mais il y a une invitation que les directions hospitalières introduisent cela au niveau du statut du médecin hospitalier qui travaille chez eux. Alors, il y a eu des études sur qu'est-ce qui existe en termes d'organisation dans les différents pays pour lutter contre la fraude. Est-ce que tout pays a une structure qui est susceptible d'analyser des suspicions de fraude? Et donc ici, ils ont repris les pays les plus importants en matière de recherche et développement. On constate que la définition même n'est pas uniforme en fonction des pays. Alors, ça avait été réalisé en 2014 dans 40 pays les plus importants en matière de recherche et développement. Seulement un peu plus de la moitié, c'est quand même pas grand-chose, parce que l'autre moitié, c'est ceux qui n'ont pas, avaient quelque chose de défini pour pouvoir enquêter, définir ce que c'est la fraude avec des procédures d'enquête et de sanctions éventuelles. Bon, c'est en 2014, c'est un petit peu progressé, mais encore des lacunes de ce point de vue-là. Alors, quand on regardait la définition était considérée comme fraude, bon, on retrouvait le FFP, fabrication, falsification, plagiat. Là, tout le monde était d'accord de dire, il n'y a pas de discussion, ça c'est de la fraude. Mais au-delà de ça, les autres critères dont je vous ai parlé, c'était très inégal, notamment le fait d'être mis comme co-auteur alors qu'on n'avait pas de raison de l'aide. Je retrouvais que dans la moitié des cas comme un élément qui devait être considéré comme un manquement à l'intégrité scientifique. Les pratiques de publication non éthiques et d'évaluation par des pairs non éthiques ne se retrouvaient que dans un tiers des cas. Si bien qu'un des deux co-auteurs de ce papier se posait la question, et ça c'est plus récent, est-ce qu'il n'est pas le temps aussi de revoir la définition de la problématique de la research misconduct? Je trouve qu'en anglais, c'est plus parlant, c'est difficile à traduire finalement en français cette condition. Et donc, en déclinant cette définition, en disant il y a des choses qui manquent, et on le retrouve dans quand même pas mal de publications récentes, tout ce qui concerne le harcèlement sexuel dans les labos, etc.,
eh bien, devrait être intégré. Bon, vous me direz que c'est à la mode, on met un petit peu à toutes les sauces, mais je pense qu'il y a, ça a quand même un sens. Le sabotage qui n'est pas repris partout, l'utilisation trompeuse des statistiques, je trouve que ça, c'est un point qui est quand même extrêmement important et on peut faire dire aux statistiques beaucoup de choses. Et donc, si c'est pour faire passer un message qui ne s'appuie pas correctement sur une analyse statistique qui a volontairement été choisie pour arriver à une démonstration de l'hypothèse, ça devrait être introduit aussi. Et la non-divulgation d'un conflit d'intérêts. Alors, tous ces éléments-là, il trouvait que l'argumentaire de mettre ça dans une définition fédérale de la Research Misconduct, il trouvait que c'était faible. Par contre, il trouvait que ça valait la peine d'être remis dans les définitions d'universités, de sociétés professionnelles, éventuellement dans certaines revues, où là, ils avaient plus de liberté d'y mettre un petit peu du leur par rapport à la définition. Ceci est néanmoins un petit peu le contre-pied d'un autre élément dont je vous parlais, qui est comme la recherche est quand même, surtout de haut niveau, de plus en plus internationale. Si on ne se met pas d'accord au niveau international pour dire qu'est-ce qui est de la fraude, qu'est-ce qui n'est pas de la fraude, là, il y a un souci. Donc, voilà. Philippe. Oui. En fait, il y a aussi l'inverse. Il y a parfois des études qui sont super bien faites. Est-ce que finalement, en tout cas, c'est quelque part la discrimination. Une grande revue, comme je cite le New England pour l'avoir vécu. J'ai eu la chance de participer comme coordinateur de la Belgique pour une étude avec des fonds de la Commission européenne sur les maladies vasculaires du foie. C'est le professeur Dominique Valla qui était le responsable d'études, qui est une sommité mondiale. De toute façon, il y avait des grands noms dans tous les pays. Et en fait, c'était la seule étude prospective jamais réalisée. Et en fait, elle n'a pas été acceptée par le New England Journal of Medicine parce qu'il y avait clairement eu des protectionnistes de la Mayo Clinic qui allaient publier une revue rétrospective qui avait beaucoup moins d'intérêt scientifique. Bon, elle a été publiée dans Annals of Internal Medicine, mais quelque part, il y a aussi une protection et une discrimination de certains éditeurs en chef. Et ça fait, je trouve, partie aussi de la fraude. Exact. Donc, bon, c'est effectivement un aspect bon, qui revient de temps en temps. Je me souviens, pour reprendre la même revue, donc il y a eu un protocole il y a quelques années de l'équipe de Néphro de chez nous avec Jean-Louis Van Herreghem, pour ne pas le nommer, où on se posait la question de savoir est-ce que la schizophrénie pourrait être liée à certaines substances circulantes qui influeraient. Voilà. Et donc, il y a un protocole de dialyse avec des dialyses contrôle. Bon, je ne sais pas comment les comités d'éthique actuels pourraient, donc imaginer pour une patient schizophrénique qui est là pour se faire dialyser, et en plus, il y en a qui ne sont pas dialysés parce que c'est placebo. Mais l'étude était vraiment excellente. Et donc, ça a été refusé, alors qu'il y a eu un papier moins bon d'une équipe américaine qui a été accepté, et qu'on regardait la qualité de l'étude, il n'y avait pas de raison. Donc, il y a effectivement un souci du côté des éditeurs, très certainement. Alors, quand on regarde maintenant l'ensemble des papiers rétractés, juste pour dire un mot là-dessus, seulement 20% des papiers rétractés sont dus à une erreur. Donc, on constate qu'on a, après que le papier a été publié, parce qu'on a refait d'autres travaux, on dit zut alors, voilà. Et donc, on demande que le papier soit rétracté, ce qui est particulièrement honnête de le faire, mais la grande majorité, puisque vous voyez que près de 70% des rétractations sont attribuées à de la fraude scientifique ou de la duplication de résultats ou du plagiat, ce qui est quand même le gros paquet des problèmes. Ce qu'on revoit ici également, vous voyez en rouge la fraude, la suspicion de fraude qui intervient dans la majorité des rétractations, mais vous voyez aussi qu'au fil des années, bon, ça s'est arrêté il y a 10 ans, je crois que ça dépasserait l'écran actuellement. Il y a une préoccupation de plus en plus importante, mais il y a aussi
des papiers qui sont publiés de plus en plus rapidement. Et la crise Covid est un exemple complémentaire. Bon, je n'ai pas prévu de slide là-dessus, mais quand on a vu la masse de données de publication, les préprints sont également un problème. Puisqu'on les considère, voilà, alors que c'est clairement mis, attention, ceci est un préprint, mais c'est utilisé vraiment comme véritable donnée. Donc ça, il y a une amplification de ceci au cours de ces dernières années de façon vraiment inquiétante. Alors qu'on regarde quels sont les articles qui sont le plus souvent sujets à rétractation pour fraude, bon, ce n'est pas la revue médicale de Bruxelles, ni celle de Liège, ni Louvain médical. Bon, pourquoi? Parce que ce n'est probablement pas tellement intéressant de frauder dans ces revues-là. Et donc, c'est finalement pas étonnant qu'on va retrouver comme revue les grosses revues, quoi. Vous voyez, 19 papiers dans Nature, on retrouve le New England Journal of Medicine, on retrouve Science, on retrouve le Lancet, etc. Et donc, il y avait une phrase aussi qui dit « La fraude suit les subsides ». Et donc, plus il y a une richesse dans la constitution de l'article, et donc on va dans des revues plus huppées, plus on se retrouve avec des risques de retrouver des papiers frauduleux. Alors, bon, alors, qu'est-ce qu'il y a là derrière? Bon, il y a d'abord en un, la pression pour publier, et donc, c'est le fameux publish or perish. Parfois, c'est publish and perish quand on est pris la main on est mis la main dans le sac. Mais donc, la pression pour obtenir des fonds pour sa recherche, et on doit publier parce que sinon les fonds n'arrivent plus. Donc, il y a là un encouragement quelque part à donner des résultats qui sont des résultats frauduleux. Alors, les chefs de labo ne sont pas innocents là-dessus, en remettant notamment une pression sur les plus jeunes. Donc, il y a là quand même Moi, je suis innocent. Hein. Pardon? Moi, je suis innocent. Hein. Oui, attends, avant l'enquête. Bon. Alors, les troubles psychologiques sont de différents ordres. Bon, j'ai repris d'abord quelque chose qui est le stress. On a absolument, voilà, on a une pression importante pour publier. Mais alors, il y a clairement l'inflation de son ego personnel avec une recherche de toute puissance. Je vais le faire disparaître plus vite. Ouais. Et donc, pour finalement, qui explique cela. Et donc, il y a d'autres exemples. Celui-ci est probablement le plus caricatural, mais à d'autres échelles, même plus mineures, quand on analyse la personnalité de certains fraudeurs, on retrouve ça quand même également comme un facteur important. Et enfin, le troisième élément qui a pris au cours de ces dernières années un rôle important, ce sont les revues prédatrices, c'est-à-dire des revues où il n'y a pas de peer review, on vous sollicite pour écrire un article et vous devez payer une somme assez conséquente pour être publié. Et donc, voilà, on a là trois caractéristiques qui vont faire en sorte que ces revues vont comporter beaucoup plus que d'autres des résultats frauduleux. Et donc, cet aspect-là n'existait pas quand il y avait la publication qui montrait que c'était une grande revue. Maintenant, c'est dans des revues de cet ordre-là. Et il faut savoir que ces revues sont éventuellement sur PubMed. Et donc, si on regarde actuellement les papiers frauduleux potentiels sur PubMed, ça représente quand même un poids important qui pourrait être de l'ordre de 10-15%, c'est qui est quand même un élément important. Et donc, pour les plus jeunes, tout ce qui est dans PubMed, ce n'est pas nécessairement la vérité. La vérité, c'est la confirmation de toute une série d'éléments. Et donc, il faut se méfier de cela aussi.
généralement, ils ont un impact facteur très, très mineur. Mais le risque d'impact facteur, c'est quoi l'impact facteur? C'est notamment citer la revue. Donc, tu peux très bien avoir une inflation de ce type-là qui vont faire en sorte que des impacts facteurs vont éventuellement survenir. Alors, oui, cette phrase-là était assez intéressante aussi. Donc, si la fabrication, la falsification relève clairement de la responsabilité des chercheurs ou de leurs chefs, la diffusion de fausses données scientifiques dans des revues prédatrices relève avant tout de la responsabilité des rédacteurs de ces revues, voire des organisations dont elles dépendent. Et donc, le rôle des éditeurs, c'est pas négligeable. Et en particulier, dans la crise Covid, il y avait, quand des données qui paraissaient importantes, une compétition entre les grosses revues pour accepter, pour diffuser l'information, parce qu'on savait que c'était fort lu, que ça allait augmenter l'impact facteur. Et donc, le risque de laisser passer des travaux de moindre qualité était un point important. Je pense que si on faisait un travail pour analyser la qualité de tout ce qui concernait le Covid en termes de qualité scientifique, et on comparerait ça à la période pré-Covid, je pense qu'on aurait des conclusions qui sont quand même potentiellement inquiétantes. Alors, comment prévenir la fraude? Bon, quelques pistes. D'abord, le premier point, c'est compte tenu, et je l'ai déjà dit auparavant, le caractère international de la recherche biomédicale, il faut définir des normes communes en matière de fraude scientifique. Donc ça, il y a un travail à faire très certainement, de mettre clairement en avant la responsabilité des chercheurs, des institutions qui les emploient, des institutions universitaires, des hôpitaux, qui soient ou non liés à une université. Et donc là, il faut qu'il y ait une prise de conscience de cette responsabilité-là, de mettre des règles locales pour, donc finalement, à la base, pour couper court au risque d'articles frauduleux. La responsabilité des éditeurs de revues est tout à fait entière. Comment est-ce qu'ils vont choisir les reviewers? Est-ce qu'ils vont vraiment avoir un contrôle extrêmement attentif sur les articles qui leur sont soumis? Et puis, le problème posé, comme je le disais, concernant les revues dites prédatrices. Les bases de données bibliographiques sont consultées et en principe avec confiance. Et donc ici, je mets une alerte. Cette confiance est de plus en plus mise en défaut. Et donc, on doit être attentif à cela. Et ça fait partie aussi de l'information que l'on doit donner pour dire, mais voilà, quand vous lisez un papier, si vous le citez, eh bien, il faut que vous jouez presque vous-même la qualité de reviewer pour s'assurer qu'il s'agit de données valables. Alors, j'ai décliné en 5 points ce qui pourrait être les recommandations en termes de prévention de la fraude. Tout d'abord, éducation et information. Et donc, il faut, de façon régulière, implanter des programmes d'information sur les bonnes pratiques cliniques, sur les critères de qualité de la recherche. Et ça peut se faire déjà, et ça doit se faire déjà au niveau du cursus de base dans les facultés de médecine. Un nombre important, mais vous avez vu que bon, c'était finalement au total un gros 20%, des erreurs ne sont pas nécessairement intentionnelles, et donc c'est évitable. Des erreurs méthodologiques, des méthodes inappropriées, des statistiques non adéquates, des échantillons mal définis, etc. Et donc ça, l'éducation et l'information peut faire en sorte qu'on va éviter ce genre de problème. Le rôle des responsables de labo, des superviseurs, des chefs de service en pratique clinique sont un rôle important et donc, bon, tout le monde est très occupé, mais je pense qu'il faut véritablement éduquer les plus jeunes aux bonnes pratiques en la matière. Et quand il y a une étude qui est en cours, c'est justement ne pas se contenter des résultats qui sont donnés, mais aller mettre son nez dans les résultats bruts, dans les dossiers, de voir s'il y a là une cohérence. Il faut informer des sanctions potentielles. Et donc,
Et c'est pour ça que je trouvais que ça aurait été une bonne chose de le mettre dans le contrat de travail, parce que c'est difficile de mettre un C4 s'il n'y a rien qui est prévu. Et c'est véritablement un point important. J'avais un exemple comme ça d'un médecin qui avait été convaincu de fraude scientifique et qui finalement était sorti de l'institution. Puis je discutais avec le doyen de Liège, je lui racontais l'histoire et je lui dis, ben, tu sais, avec les patients, il est vraiment super, ce médecin. Et il me dit, Eddie, comment tu peux imaginer qu'on mente dans une recherche et qu'on ne demande pas à son patient? Et donc, je crois que, voilà, et donc je pense que ça, il y a également une attitude qui va traverser un peu toutes les situations dans lesquelles il se trouve. Donner une information sur les revues prédatrices, et ça, je vais vous donner quelques détails par rapport à ça. Alors, voilà, vous avez envie de faire une étude clinique, il y a le comité d'éthique, voilà, il vous fait faire quelques remarques, et puis c'est bon, vous commencez. Et après, il ne se passe plus rien. Qui va vérifier que vous avez bien inclus les patients qui étaient prévus pour inclure, ou bien si vous avez inclus des patients qui ne devaient pas être inclus? Et donc, ce qui manque, à mon sens, c'est un contrôle des protocoles après le passage au comité d'éthique, et donc d'avoir des sortes de création de comités de monitoring des études, avec des experts, avec des membres du comité d'éthique, avec des membres extérieurs à l'hôpital ou à l'université. Bien entendu, tout ça, bon, c'est très bien théoriquement, mettre ça en place, c'est effectivement extrêmement lourd. Oui, alors c'est vrai que quand il y a les grosses études, je pense notamment quand la FDA est derrière, eux viennent descendre dans le truc et puis on sort les dossiers, etc. quoi. Mais enfin, ça, c'est par rapport à l'ensemble de la recherche, c'est mineur en termes de nombre. Mais donc, il faudrait intégrer cela dans le contrôle. Alors, contrôler, identifier les revues prédatrices. D'abord, quand est-ce qu'il faut se méfier? Bon, vous recevez, on reçoit tous les jours, hein, des sollicitations pour écrire un papier avec la publication garantie, vous payez $3000, c'est bon. Ils n'ont aucune préoccupation en termes de plagiat, ce qui est facile, et il n'y a pas de réel peer review. Bon, voilà. Bon. Donc ça, si on se retrouve déjà dans cette situation-là, méfiance. Alors, il y a des outils qui permettent d'identifier les revues prédatrices. Il y avait un ancien outil qui était pas mal, qui était celle de Dr. Beale, donc on l'appelait la liste de Beale, qui avait repris une liste et au départ 1000 revues qui étaient considérées comme des revues prédatrices. Ça n'a plus été mis à jour et donc voilà, on ne peut plus vraiment l'utiliser. Il y a eu une autre liste qui est le Cabell's Predator Report, qui est une base de données de revues prédatrices et de journaux fiables. Ce truc-là est payant. Bon, ce que je trouve en la matière, bon, c'est un peu délicat. Alors, Liège a mis au point, et donc maintenant, ils sont déjà dans une version avancée, qui est Compass to Publish, et donc, qui est un truc en ligne, gratuit. Et donc, vous avez un doute sur l'authenticité d'une revue. Est-ce que c'est une revue prédatrice? Et puis, vous entrez dans le système, vous posez une série de questions par rapport à la revue, etc. Et puis là, vous avez un curseur qui va vous dire non, c'est fiable, ou bien il y a un risque de autant de pourcents que ce soit une revue prédatrice. Et donc, c'est un outil qui est vraiment intéressant. Alors, plutôt que de dire qu'est-ce qui est prédateur, l'autre façon de faire, c'est de dire mais qu'est-ce qui est sûr? Et donc, les doyens français sont réunis avec une grande préoccupation par rapport à cette problématique et ils ont établi ce qu'on appelle la liste des doyens. C'est tout récent des facultés de médecine françaises. Donc, vous voyez, conférence des doyens de médecine, lutte contre les revues prédatrices. Et vous avez un PDF en ligne, 94 pages, avec toutes les revues qui sont sûres et qui sont considérées comme sûres. Je trouve qu'institutionnellement, ça, c'est pas mal. Parce que ça veut dire que si on trouve quelqu'un qui, dans son CV, demande une promotion, que sais-je, on a une revue qui sort de cela, ça vaut la peine de lui poser des questions en disant, tiens, voilà. Ceci dit, il y a des zones grises par rapport aux revues qui ne sont pas sûres. Et donc,
dans ces 94 pages, Frontiers ne s'y retrouve pas. Et donc, Frontiers, qui a quand même en fonction d'ailleurs des sous-domaines, quand même des trucs de qualité, eh bien, il y avait certains éléments, dont le fait qu'on doit payer, etc., voilà, où il y a eu des doutes, et il y a eu beaucoup de discussions par rapport à Frontiers, donc qui ne se retrouvent pas dans cette liste. Enfin, le dernier point, c'est concernant les revues prédatrices, c'est avertir les chercheurs, les médecins qui publient et qui publient dans une revue prédatrice, eh bien, à partir du moment où ils sont au courant, ne pas tenir compte dans le curriculum de ces articles et par ailleurs prévoir au niveau institutionnel des sanctions éventuelles qui peuvent aller de l'avertissement à plus par rapport à des publications qui auraient été démontrées dans ces revues. Alors, les reviewers, bon, on est sollicité de façon très invasive pour revoir des papiers. C'est lourd, surtout si on veut le faire convenablement. Il y en a qui le donnent à quelqu'un d'autre qui n'a pas d'expérience. Et donc, le rôle du reviewer est tellement important par rapport à l'amélioration du papier, si on regarde les points positifs, mais également par rapport à la détection de choses qui pourraient être des indices de problèmes de fraude. Le rôle du reviewer est vraiment quelque chose de fondamental. Rejet ou acceptation d'un article, amélioration, détection d'une éventuelle fraude, mais il n'y a pas de statut de reviewer. Et je trouve que ça aussi, c'est anormal. Il devrait y avoir un statut, il devrait y avoir, à la limite, un label qualitatif par rapport aux reviewers, il devrait y avoir des formations à la revue des articles et une rétribution financière. Je veux dire, tout ça se fait gratuitement. Bon, il y a tellement de choses qu'on fait gratuitement, mais si on veut véritablement avoir quelque chose de qualité, il faudrait rétribuer les reviewers. Quand on voit quand même de plus en plus la manne d'argent qui arrive dans ces différentes revues, en particulier celles qui demandent des frais de publication pour publier en ligne et rendre les PDF accessibles, une partie devrait, à mon sens, aller aux reviewers. On devrait également les évaluer. Et par ailleurs, le fait d'être à ce moment-là, dans ces conditions-là, reviewer d'une certaine revue, devrait être prise en compte dans son propre curriculum vitae, parce que on sait que ça représente une source de travail, mais que c'est également quelque chose de véritable valeur, mais qui retentit également sur l'institution auquel on appartient. Et donc, il y a là une valorisation qui, à mon sens, devrait être prise en compte. Alors, développer les structures d'enquête. Alors, une des premières qui fait autorité, c'est Office of Research Integrity, l'ORI, qui est en fait une américaine qui dépend de la Food and Drug Administration et directement au département d'État. Et donc, ceci est né lorsqu'il y a eu une prise de conscience de la fraude. Et puis alors, ils se sont dit, mais enfin, on leur donne des sommes importantes pour faire de la recherche et ils fraudent. Mais qu'est-ce que c'est que cette affaire? Et donc, c'est mis en place quelque chose d'extrêmement bien structuré qui est l'ORI, avec plus tard quelque chose d'équivalent au niveau du Royaume-Uni. Chaque pays devrait organiser ses structures d'investigation. Et probablement mieux au niveau national plutôt qu'au niveau institutionnel. Il devrait y avoir des obligations des universités, des hôpitaux à s'inscrire à ces structures et de voir dans quelle mesure il ne pourrait pas y avoir également des structures plus internationales, notamment dans le cadre de recherche où plusieurs groupes ont contribué. Ces structures devraient bien évidemment être financées. Donc voilà la recherche biomédicale que j'ai essayé de vous faire entrevoir les différentes conséquences, les différents moyens pour faire en sorte que, je ne vais pas dire cette Bible de vérité, parce que c'est un peu, c'est presque un oxymore, j'aime bien le mot oxymore,
Mais donc, pour ce recueil de la vérité dans les bases de données puisse être pérenne et qu'on puisse éviter de se voir pollué par ce qui est des choses qui sont en dehors de la recherche de la vérité. Voilà, je vous remercie. L'exemple de la surdimension de l'ego d'un gentleman dont tu as Oui. montré la photo. Mais moi, il y en a un qui C'est m'a... pas la photo, c'est un dessin. Ah, dessin. Je ne sais pas qui. Oui, oui, Comme nous ça. ne savons pas. Oui, Oui, d'accord. Mais il y en a un autre qui m'a interpellé et qui est quand même le découvreur du sida, qui a eu le prix Nobel et qui a disjoncté. Tu le mets dans quelle case des problèmes psychologiques? Oui. Alors, je crois qu'il y a un réel syndrome intéressant. Ben, écoute, on a vu avec le Covid, vous avez vu les groupes qui s'appelaient le groupe Covid rationnel, qui est un groupe avec des universitaires, des gens à l'esprit quand même, qui avaient un discours un petit peu pas vraiment tout à fait anti-vax, mais un peu quand même. Et donc, j'ai comme ça interpellé, on avait une réunion à une des personnes de ce groupe. Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup d'exemples. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on dévisse? Alors, on peut dévisser parce qu'à un moment donné, on a été dans la lumière, et puis on redescend un peu hors de la lumière et on regrette un peu cette lumière. Et puis voilà. Et alors, on doit nécessairement être quelque part anti-système pour se retrouver de nouveau dans la lumière. Bon, on a vu des exemples avec la crise Covid, je ne vais pas citer de nom, mais regarde, Benveniste, La mémoire de l'eau, publié aussi dans le Lancet. Écoute, ces recherches auparavant. Donc, vous connaissez La mémoire de l'eau? Eh bien, donc il avait un test de dégranulation des mastocytes avec des papiers de très bonne qualité. Et puis lui aussi était payé, ça ce n'était pas par rapport aux antivax, mais il était payé par des firmes d'homéopathie. Et donc il a dilué, et puis il a publié que alors qu'il n'y avait plus la moindre molécule active, ça dégranulait les mastocytes. Et donc l'idée c'est que l'eau avait retenu la molécule auquel c'était. C'est incroyable. Hein? Bon. Et donc, la démonstration que c'était frauduleux, ça n'a pas été simple. Et donc, il y a eu une rétractation de ce papier. Mais auparavant, ce type-là, il avait un bon curriculum scientifique. Alors, pourquoi à un moment donné, il dévisse? Bon, l'argent pouvait peut-être être quelque chose. Et puis, bon, enfin, ce concept, quand même, trouver la démonstration de l'effet de l'homéopathie, attends, ça te gonfle, hein? Enfin, voilà. Ça me gonfle, mais ça les gonfle autrement. OK. Elie, Oui, on a le temps d'intervenir ou bien tu es bien pressé? sûr. Oui, vas-y, Daniel. D'abord, merci pour cette belle revue. Mais moi, ce que je voulais dire, c'est que tu as concentré ta revue sur la fraude avérée. Donc, c'est le type qui peint des Picasso dans son garage, là, et le rôle des revues dites prédatrices. On sait à quel point les fake news sont devenus un sujet du jour. Mais moi, je voudrais prendre un autre aspect qui complète un peu le tien. C'est non pas la fraude intentionnelle, mais l'erreur réelle dans ce qui est publié. Et je trouve à ce sujet-là que tu as fait allusion à un moment que le rôle des éditeurs et des reviewers, bien entendu, est fondamental. Moi, j'ai été mêlé à ce qui n'est pas vraiment une fraude, mais qui s'avère quand même comme une erreur historique acceptée par le New England. Et ça montrait à l'époque, ça date d'il y a 15 ans, je peux donner le détail si vous voulez, mais parce qu'il est public maintenant, mais ça montre qu'à cette époque-là, le New England avait besoin de refaire un peu son blason. Et au fond, accepter un peu des trucs spoum, quoi, qui font boum. Oui. Et cet article-là, je vous rappelle l'histoire en 2 secondes, elle est intéressante. C'est l'histoire des maladies de base d'eau que l'on continue à traiter quand on arrête le traitement. En d'autres termes, après 18 mois de traitement par des antithyroïdiens, éventuellement avec des hormones thyroïdiennes, on arrête parce que les malades vont bien, mais on continue à leur donner pendant quelques mois des hormones thyroïdiennes. Et grâce à ça, c'est un article japonais, le taux de récidive était beaucoup plus faible. Mais il a fallu 10 ans de travaux après ça pour montrer que ce truc était une imbécilité
et probablement qu'il n'y avait pas de fraude intentionnelle, que c'était simplement le power, disons, de ce qu'ils recherchaient qui n'était pas atteint, et ils ont poussé un peu, et on a appris après que l'auteur principal, qui s'appelait Shizume, était dans une grande période de stress parce qu'il avait besoin d'une nomination importante. Donc tout ça a probablement joué un rôle qui a fait allusion à toutes ces choses-là. Mais il me semble que le rôle des éditeurs là-dedans, et les éditeurs finalement, c'est les reviewers, hein, parce que c'est eux qui acceptent le papier. Exact. Mais donc, évidemment, donc, vous soulignez que dans la prévention, il y a l'éducation et effectivement donner les bons conseils par rapport à la méthodologie, l'utilisation des statistiques, etc. et le rôle des superviseurs. Mais il est clair que si c'est le responsable lui-même ou le chef du labo qui est en première ligne, mais cette étape-là, évidemment, on y échappe. Et donc, la barrière suivante, c'est de pouvoir avoir un reviewing correct et un éditeur. Bon, il y a des codes éthiques pour les éditeurs aussi, hein. Et donc là, il y a éventuellement aussi comment dirais-je, quelque chose à faire au niveau d'un code de déontologie au niveau des éditeurs de revues. Ouais. Pour ce qui est de Montagnier, 10 ans se sont passés entre la découverte du sida et puis il est devenu un peu Alzheimer, au fond, hein, il a dégommé, mais c'était quelques années. On peut avoir des circonstances atténuantes. Mais enfin, dans la découverte elle-même, bon, ça n'a pas été simple non plus, hein, tu te souviens, hein, entre la France et les États-Unis, qui vraiment était le mauvais là-dedans. Voilà. Ouais. Et puisque tu t'intéresses beaucoup au Covid, tu penses que ton collègue de Nice, dont tout le monde connaît le nom, était un fraudeur? De Marseille. De Marseille, pardon, oui. Marseille. Était un fraudeur? Moi, je ne crois pas que c'était un fraudeur. C'était un type brillant qui s'est égaré un peu. Ouais, maintenant, avant cet égarement du coronavirus, il y avait eu d'autres égarements qui ont été démontrés que c'était de la fraude. Et donc, il était interdit de publier pendant 1 ou 2 ans dans une revue de haut vol de microbiologie aux États-Unis parce qu'il y avait une fraude démontrée avec des images qui avaient été truquées, etc. Donc, je pense que la crise Covid a exacerbé cela. À côté de cela, c'est probablement quelqu'un d'intelligent, mais on peut être intelligent et fou, hein. Oui, oui. Merci, Elie. Ah, il y a une main. Ah, attends, on va voir la main. Il y a une main. Oui, Elie, c'est moi. Ah, ok, Brigitte. Bon, mais je crois que Daniel a raison. La plupart des fraudes, c'est des magouilles statistiques, hein. Et on part dans les études prospectives et même rétrospectives avec des buts bien précis qui doivent être définis. Puis on regarde à la fin le résultat et on trouve finalement que ces résultats statistiques ne correspondent pas au but qu'on devait atteindre et on change à ce moment-là le but de l'étude. Et donc ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut éviter. Parce que quand on met en place une étude, il faut bien la décrire, il faut décrire les buts, et même si les résultats sont négatifs, il faut les publier. Et ça, c'est un autre biais très important, c'est la non-publication des résultats négatifs. Tout à fait. Non, c'est un point, oui, c'est un point important. Et où les reviewers se trouvent et les éditeurs également, qui ont tendance à ne pas publier aussi facilement des études négatives que des études positives, sauf dans des domaines très particuliers. Et si ce n'était pas le cas, si on publiait de façon égale des études négatives que positives, les gens seraient moins poussés à tordre la statistique pour faire croire que c'est positif. Et donc, c'est un élément, oui, que tu soulignes avec beaucoup de raison, la publication des études négatives. Attends. Comment, justement, peut-être ce biais-là peut être diminué par une bonne méta-analyse, reprenant les études, justement, qui sont, disons, scientifiquement et méthodologiquement excellentes. Mais est-ce que, en général, tu penses que les méta-analyses sont aussi
sujettes à moins de fautes que les autres, Bah, les feuilles de papier. Écoute, dans les méta-analyses, on doit bien avoir. Bon, alors c'est vrai qu'il y a des critères pour retenir que les études qui sont des études de qualité, et on ne reprend pas dans la méta-analyse les études de mauvaise qualité. Et on voit d'ailleurs dans les matériels et méthodes de ces méta-analyses qu'ils agissent effectivement de cette façon-là. Et donc, ce serait effectivement un moyen pour mettre de côté les études de moins bonne qualité qui ont un impact égal, je dirais, à partir du moment où ils sont publiés, et ça remet un petit peu les pendules à l'heure. Je me souviens comme ça d'une étude qui portait sur est-ce qu'il y a un lien entre la psychologie et l'asthme. Et donc, ils avaient fait une étude où ils avaient donné des critères de bonnes ou de mauvaises études en fonction de la méthodologie. Et alors, tu avais une droite remarquable. Plus l'étude était dégueulasse, plus tu avais un lien avec l'asthme, plus l'étude était correcte, moins tu avais de... Et donc, tu avais un truc avec un R à 0,8, quoi. Oui. Parce que moi, je pense... Il y avait un grand débat en hépatos, c'était l'influence de la cortisone dans l'hépatite alcoolique aiguë. Est-ce que ça améliore la mortalité ou pas? C'est le groupe de Beaujon qui avait publié ça dans le New England, je crois dans les années 76. C'était une étude très bien faite, mais c'était une étude comme finalement versus placebo, mais avec un petit échantillon. Et puis, il y a eu des études négatives par après, à plus large échelle, mais un peu plus critiquables au niveau de la méthodologie. Il y a une grosse étude anglaise plus récente qui montrait de manière prospective que finalement, il n'y avait pas d'influence. Et donc, le mythe de la corticothérapie dans l'hépatite alcoolique aiguë avait été battu en brèche. Et puis, il y a eu des méta-analyses plus récentes, très bien faites, qui ont repris toutes les études prospectives, bien faites en adaptant l'influence de chaque étude en fonction de la qualité. Et en fait, clairement, la cortisone diminue de 20% la mortalité dans l'hépatite alcoolique aiguë. Donc, c'est vrai que là, une méta-analyse peut quand même être utile. Écoute, il y a eu des méta-analyses comme ça aussi avec l'ivermectine, hein, pour prendre avec la ivermectine et prévention de traitement préventif des phases plus importantes de la COVID, et qui montrent que finalement, il n'y a rien du tout, en dépit de certaines études qui semblaient montrer quelque chose. OK, bien, merci beaucoup et à la semaine prochaine.